Bonjour. Alors, je peux vous livrer la conclusion, tant qu'à faire. Les gens, c'est compliqué. On va parler aujourd'hui de rapport au travail, de sens au travail. Je voulais, pour démarrer ces 50 petites minutes que nous avons ensemble, vous raconter un tout petit bout de mon histoire. Figurez-vous que j'avais la grande chance de faire partie de ces gens qui avaient une vocation, qui savaient ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Moi, quand j'avais 16-17 ans, j'avais un truc que j'appelais allumer la petite flamme. Je ne savais pas quel métier ça pouvait être. Ça m'est venu parce que j'ai grandi dans un endroit un peu gris, un peu tristoun, où la plupart des gens qui m'entouraient pensaient que, puisqu'ils étaient là, leur vie, ce serait ça. Creil. Alors je sais que c'est un peu loin de vous, mais il y a toujours quelqu'un qui connaît Creil. Ah bah voilà. Elle est là, à ma table, en plus, à ma droite, il n'y a pas de hasard. Donc dans un endroit où la plupart des gens, finalement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 50 km au nord de Paris, le pire de ce que vous imaginez, de la banlieue parisienne mélangée au nord, ça fait Creil. Bref, un endroit où vous n'avez pas vraiment envie de rester. Je me suis dit, je vais allumer la petite flamme, je ne savais pas où ça pourrait me mener, ça m'a amené à découvrir la grande famille des métiers RH, des ressources humaines, et à identifier une entreprise, une PME, qui développait des compétences qu'on n'apprenait pas à l'école, les fameuses soft skills, et qui me semblait pouvoir faire la différence. Et si on apprenait la connaissance de soi, la confiance en soi, la communication interpersonnelle, et si tout ça, ça pouvait faire la différence. Bref, j'ai démarré dans cette boîte que j'ai tout fait pour rejoindre. Lettre de motivation hyper carrée, je vous laisse imaginer. Et ils m'ont prise, ça démarrait bien. Sauf que 3 ans plus tard, j'ai fait 3 jobs dans 3 boîtes. J'ai abandonné l'entreprise, évidemment, mais aussi le métier. J'ai cru que ce n'était pas fait pour moi. La veille de mes 25 ans, je me retrouve tout simplement à plus pouvoir marcher. Je ne peux plus marcher parce que j'étais dans une entreprise qui ne prenait pas grand soin de ses collaborateurs. Pourtant, c'était une entreprise sociale. Vous savez, c'était avant les raisons d'être, mais on sauvait le monde. On ne prenait pas grand soin des humains. Et moi, un beau matin, crise d'eczéma comme ça, amplifiée, je ne peux plus marcher. Alors, heureusement, ça ne durera pas trop longtemps, ça me permettra de rebondir. Bref, en 2015, je suis tombée amoureuse d'un problème. La question du rapport au travail et du sens au travail. Alors, je vous laisse imaginer qu'en 2015, ce n'était pas vraiment d'actualité. Aujourd'hui, on est en 2024. Bientôt, je pourrais dire que ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, j'y étais. Ça ne fait que 9 ans aujourd'hui où je vous parle, que je m'interroge sur ce sujet. Et depuis, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté de parler de ce sujet. Preuve en est une rapide revue de presse de tout ce qu'on a pu y mettre en 9 ans. On y met un certain nombre de poncifs. Alors, à commencer par ces générations, X, Y, Z. Comme si nous changions radicalement de case et donc de comportement selon si on était né au 31 décembre ou au 1er janvier d'une année. Comme si, selon si on était X, Y ou Z, on pouvait tout comprendre avec cette grille de lecture. En 2015, moi je suis une Y, je ne sais pas vous, il doit y en avoir maintenant. Des Y dans les codires. Ouais, oui, j'en vois qui hochent la tête. Ça y est, on a grandi. On ne peut plus se prétendre si jeune que ça. Sachez-le. Mais en 2015, dans les médias, on dit c'est la faute des Y, pour les pessimistes de la bande. Ils sont incontrôlables, ingérables, immanageables. Et puis pour les optimistes, ils vont tout sauver grâce à leurs compétences digitales, tout ça. 10 ans plus tard, ni l'un ni l'autre. On est bien d'accord. Bref, en 2015, ce prisme générationnel, il m'embête, il m'enquiquine. Et je me dis que finalement, ce sujet, c'est peut-être pas ce bout-là qu'il faut le prendre. Alors après, on a eu tous ces mots en août. Vous savez, les maladies du travail, qui n'ont fait à grand renfort d'anglicisme que s'insérer dans notre presse, dans nos conversations. J'ai fait un burn-out. Alors, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on en parle plus des burn-out? Vaste question. Bon, comme dans tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, en encore 48 minutes, un peu des deux. Parce que dans ce sujet, s'il y a bien un mot à retenir, c'est nuance, avec un S. Burn-out, il y en a plus, sans doute. On en parle plus, incontestablement. Bah oui, parce que, je sais pas vous, mais moi je me rappelle, quand j'étais gamine, et que j'allais en vacances, alors pas ici, mais j'aurais pu apparemment, la région est sympa. Quand on était en vacances, mon père était en vacances. Et puis un jour, il y a eu ce premier truc là, avec une grande antenne. Et je le revois et dire à ma mère, mais maman, qu'est-ce qu'il fait papa?
Bah, il travaille, ma chérie. Bizarre, c'est les vacances. Bon, quelques années plus tard, l'ordinateur portable était arrivé dans les familles et ça, c'était devenu la norme. Donc, burn-out, peut-être qu'il y en a un peu plus pour cette raison-là. On n'arrive plus à déconnecter. Ça dépend de nos métiers, bien sûr. Et puis aussi, on en parle plus. Parce qu'il y a un grand mot maintenant qu'on met pour pas dire « je vais chez le psy », c'est « santé mentale ». Je sais pas, mais si vous vous rappelez, en 2020, on n'entendait jamais ça. Maintenant, la santé mentale, qu'est-ce que vous faites pour la santé mentale de vos collaborateurs? Bon, preuve que c'est devenu, malgré tout, un sujet. Enfin, ça l'a toujours été, en fait. C'est juste qu'on n'en parlait pas. On est d'accord? Moi qui suis une fille, arrière-petite-fille d'agriculteur breton, je peux vous dire que quand ça allait pas, on disait « oh, il fait une petite dépression ». Mais bon, ça existait déjà. Alors il y a eu les autres, le bore-out, je m'ennuie au travail, je suis mis au placard peut-être, je ne sais pas pourquoi. Je viens encore au bureau, je ne sais pas à quoi ça sert, ce que je fais, je suis obsolète. Et puis le burn-out, le dernier né. Peut-être que vous le connaissez celui-ci, peut-être pas. Il est un peu plus confidentiel, mais vous l'avez entendu avec bullshit job. Pour nombre d'entre vous, encore un anglicisme. Ça date de 2013, c'est pas nouveau, bullshit job. David Graeber, anthropologue qui a démocratisé ce concept. Qui veut juste dire, j'ai un job, mais je ne comprends pas à quoi il sert. Fondamentalement, quand on s'interroge sur ce terme, ça ne veut pas dire qu'il sert à rien. Ça, c'est important. Ça veut dire que moi, je ne vois plus à quoi il sert. C'est très différent. C'est la notion de sens, entre les lignes de ces mots-là qui se dessinent. Et puis, il y a eu tous ces mots en ing, en freelance. Plus 120% de freelance en 10 ans en France. Pourquoi ? La liberté ? Jusqu'à ce qu'on se rende compte que pire que le patron, il y a le client. Au moins, le patron, il paye à la fin du mois. Sauf qu'à extrême. En freelance, alors évidemment, derrière ça se cache une réalité très contrastée. J'ai dit nuance avec un S. Donc derrière mes 120% de freelance, il y a tout ça. Est-ce qu'ils ont choisi ? Si je cherche bien, pour me mettre dans ma bulle et que je cherche à vous convaincre, je suis sûre que je trouve quelqu'un. Parce que sur mon sujet, on dit toujours ça. Mais moi, je connais quelqu'un. Oui, mais on n'est pas là pour parler de qui on connaît chacun d'entre nous. On est là pour essayer de dresser quelque chose d'un peu plus grand que soi. Donc, si je cherche bien, je pourrais en trouver des gens qui ont choisi, mais dans la plupart des cas, ils ne sont pas là pour la liberté. Donc ce sujet du rapport au travail, ces évolutions, elles sont assez contrastées. Alors, je parlais de freelance. Il y a également ces fameux slasheurs. Ça vous parle ? Plusieurs jobs en même temps. Alors, je vais vous parler de 2 anecdotes que je colporte. D'abord, il y a le banquier pizzaiolo. Où sont les banquiers ? C'est vous, non ? Non ? C'est vous. Ah, c'est vous. Alors, ce n'est pas chez vous, je crois, mais je ne sais plus, à force. Mais je connais un banquier pizzaiolo. Alors là, on parle de quoi ? On parle de quelqu'un qui aime son métier de banquier. Il y trouve du sens. Vous voyez cette fameuse notion de sens dont on va parler. Il y trouve du sens parce que c'est servir des clients qui ont des projets, les aider à réaliser leurs projets, ou des entreprises. Et ça lui plaît. Il aime bien aussi ses collègues. Pour rien au monde, il aura envie d'en changer. Il s'amuse bien au bureau. Bref, tout ça fait qu'il y trouve du sens. Mais mon banquier, il lui manque quelque chose. La pizza. Chacun son truc, vous me direz. Mais lui, derrière la pizza, c'est quoi ? C'est une notion de créativité, c'est une notion de quelque chose de manuel. Pour rien au monde, il quitterait son boulot. Mais il veut faire les deux. Bienvenue dans le monde du « et ». Je ne veux pas choisir entre banquier ou pizzaiolo, je veux être les deux. Et à travers ce patchwork-là, je vais y trouver du sens. Alors ça, c'est un slasher, mais il n'y a pas que des slasheurs heureux comme ça. Il y a aussi celles et ceux qui, vous savez, attendent de vraiment avoir attrapé la prochaine branche pour lâcher celle où ils sont assis. Là, ça va être l'exemple peut-être que j'ai pu rencontrer de l'assureur. Alors, je ne crois pas qu'on ait des assureurs ce soir. Non ?
On a des experts comptables? Ils sont où? C'est vous? J'ai plein d'exemples d'experts comptables, j'aime bien. Donc on n'a pas d'assureur, mais l'assureur / naturopathe. Alors là, on parle d'un assureur qui en a marre de son job. Vous voyez toute la subjectivité du sujet. Lui, il trouve qu'il n'a plus de sens. Son voisin pourrait trouver qu'il a du sens dans son métier d'assureur, mais lui, c'est fini. Et donc, il aimerait bien devenir naturopathe. Sauf que pour gagner sa vie en tant que naturopathe, autant qu'en tant qu'assureur, il faut se lever tôt le matin parce qu'il n'est pas le seul à avoir eu cette idée. Bref, il ne va pas lâcher. Et là, je vais revenir sur mon sujet de santé mentale, de défi d'organisation, parce que du coup, il ne va pas le dire si vous êtes son chef. Il ne va pas vous le dire. Il va poser éventuellement un RTT pour aller suivre une formation les vendredis, les samedis. Et puis, il va revenir au travail un peu fatigué. Et après, il va essayer de lancer son activité. Ça va marcher, plus ou moins. Donc, il va poser des jours ou le faire le soir, le week-end. Et puis, un jour, il va être épuisé. Et qui est responsable de la santé mentale? Vaste défi du siècle, et on n'est qu'au début. Et puis enfin, les switching, les switchers. Alors là, je parle pour certains d'entre vous de vos enfants, vos grands-enfants. Merci papa, merci maman de m'avoir payé des études, idéalement très très chères. Mais tu sais quoi? Je ne veux plus faire ça. Je préférerais bien un petit CAP, je sais pas moi, un truc de concret. Papa, maman, là, ça sert à quoi ce truc-là? Boulangerie, pâtisserie, ébénisterie, que sais-je? D'ailleurs, si tu pouvais aussi me financer mon train de vie pendant le CAP, ce serait sympa. C'est pour que je sois heureux. Hein. Bon, je vous charrie. Moi, ayant un bébé de 3 mois, j'ai le temps de voir venir. Mais c'est de ça dont on parle. Donc, cette crise de sens, derrière ces logiques de slasher, qui arrive de plus en plus vite. Avant, on me disait, c'est la crise de la quarantaine. Moi, j'ai vu mes parents faire la crise de la quarantaine. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait la crise de la trentaine. 30 ans, tout fout le camp. Aujourd'hui, on fait la crise à 25 ans, la crise existentielle. La crise du quart de vie, ils appellent ça. C'est tôt. Alors, est-ce que c'est un sujet de jeunes? Est-ce que c'est un sujet de bobo? Est-ce que c'est un sujet dont on parle beaucoup mais qui ne concerne personne? Alors, avant 2000, quand j'ai commencé vraiment à faire des interventions sur ce sujet, fallait bien que je trouve de quel secteur étaient mes interlocuteurs pour savoir à qui je pouvais parler. Les experts comptables sont depuis longtemps parmi les personnes avec qui je peux parler, secteur en tension depuis longtemps, qui se sont saisis de ces sujets. Bon, aujourd'hui, vous viendrez me voir à la pause si vous n'avez aucun problème d'engagement, de recrutement, de fidélisation, enfin bref, un truc d'humain. J'en rencontre rarement et je suis toujours curieuse de connaître leur recette magique pour essayer de la colporter. Aujourd'hui, ce sujet, il touche tout le monde, tous les secteurs, et finalement, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui se joue? On est sur d'autres visions de la réussite. Avant, je ne sais pas vous, mais moi j'ai grandi dans un monde où faire carrière, c'était la réussite. Gravir les échelons, gagner plus, pouvoir acheter une plus belle maison, une plus grande télé et peut-être même un jour un bateau. Ça a l'air assez propice ici. C'était ça, réussir. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait 2 visions de la réussite qui ont toujours existé, ne nous mentons pas, mais qui prennent de plus en plus de place. Être utile. Oui, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde. Je ne vais pas faire un job qui abîme la planète, ou faire un job qui n'est pas utile aux autres. Profiter. C'est l'autre pendant, vous savez, nous les humains. Hein, le côté noir, le côté blanc. On est tous gris au final. Mais profiter. Quand je vois le monde, quand je vois tout ce qui se passe, toutes ces crises, toutes les semaines, on me bassine avec des crises. Dans ma bulle de réseaux sociaux, en plus, je ne vois plus que ça. Je ne vais pas perdre ma vie à la gagner. À quoi ça sert de faire comme toi, papa, maman, si c'est pour à la fin? On ne sait pas quoi. Alors, je vais vous demander, peut-être à vous qui êtes mon chef, mon manager, une petite rupture conventionnelle pour aller faire un tour du monde. Ah oui, normal, quoi. Ça grandit, tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit si on regarde un peu les chiffres? Une petite étude de la Fondation Jean Jaurès, qui fait des études depuis plusieurs années sur le travail, qui nous montre comment on est passé. En 2008, en rouge, c'est travailler plus pour gagner plus. En bleu, c'est travailler moins, quitte à gagner moins.
En 2022, ça s'est inversé. Alors bien sûr, si vous demandez à vos collaborateurs, ils préféreraient, puis d'ailleurs nous tous, travailler moins pour gagner plus. On est bien d'accord. Bien sûr aussi, si je prenais ce graphique et que je regardais j'allais dire génération, certainement pas. Aucune incidence quasiment de la génération. Si je regardais par métier, par milieu social, par niveau de revenu, bien sûr que si je mettais tous les gens au SMIC, là-dedans, j'aurais pas ce changement-là, faut pas se mentir. Mais au global, on a cette bascule de société, on va essayer de comprendre pourquoi. Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait. Alors, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est être chef et de moins en moins plébiscité. Je suis désolée de vous annoncer qu'il n'y a plus grand monde pour vouloir prendre votre place. En tout cas, il y en a de moins en moins. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Un cadre sur deux, quasiment de moins de 40 ans, qui n'a pas de fonction managériale, bien sûr, on peut être cadre sans faire d'encadrement, n'a pas du tout de velléité à encadrer des équipes. Bah oui, les gens, c'est chiant. Déjà, je dois me gérer moi-même, alors si en plus je dois en gérer 5 ou 10 comme moi, qui ont tous des envies, des besoins, des trucs comme ça, franchement, non, ton augmentation, tu te la gardes, je reste tranquille, peinard, et puis à la sortie du boulot, je vais faire du bateau. Quoi ça sert? Bon, est-ce que c'est un truc de jeune, là, ce dont on vient de parler? Non? Qui oserait dire oui? Je vous ai dit nuance, donc je vais dire oui et non. Ou non et oui, donc tout le monde a raison, osez. J'ai commencé par non quand même, parce que s'il reste une once de certitude en vous, que les jeunes, franchement, c'est plus ce que c'était, j'aimerais bien qu'on la regarde en face. Ces messieurs qui ont l'air très vieux, qu'on est en 400 avant Jésus-Christ, ils disaient déjà des trucs dans le même genre. Socrate nous disait « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité, bavardent au lieu de travailler, ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce. » On m'a dit la même chose quand j'étais au collège. Alors j'étais en collège dans les années 2000. Bon. Polybe, lui, il dit « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le confort, l'argent, la paresse par-dessus le marché. Ils ne veulent plus se marier. Ou s'ils se marient, élever une famille. » Voilà, j'ai l'impression d'entendre ma grand-mère. Sérieusement, j'ai 13 petits-enfants, il n'y en a pas un qui va se marier. Ah non, mémé, ils ont tous divorcé, les tiens. On va garder l'argent, on va aller faire un tour du monde, enfin je sais pas, arrêtons de nous mentir, regardons les choses en face. Bref, 400 avant Jésus-Christ. Donc si jamais, dans un petit coin de votre tête, et je sais que c'est là, ne nous mentons pas, vous vous dites, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Il faut que vous considériez que vous êtes des humains comme les autres et que vous êtes face à un biais cognitif. Ça vous parle des biais cognitifs ? Les pièges tendus par votre cerveau, les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes pour nous faire croire que c'est la réalité. Vous savez, comme quand on a acheté une nouvelle voiture jaune en pensant être exceptionnel et que d'un coup on sort et tout le monde a la même voiture jaune que nous. Non, ce n'est pas un complot. Ils n'ont pas tous acheté la même voiture que vous. Juste, vous focalisez votre attention là-dessus. C'est la même chose, et ce biais-là, il s'appelle, on va le renommer entre nous pour bien s'en rappeler, le biais de « c'était mieux avant ». Alors c'est assez marrant parce que, plus j'avance dans mon sujet, moi je suis jeune pour porter ça. J'ai démarré, j'avais j'ai un peu plus de 25 ans, donc je vous ai dit ça fait 9 ans, je vous laisse faire le calcul. Bref, je vais vite passer dans la catégorie des plus jeunes, vraiment. Mais j'ai donc connu mes amis passer de « on est des jeunes » à « ah non, mais c'était mieux avant ». Et c'est arrivé aux alentours de 30 ans et 3 mois, je vous assure. Ça arrive vite, mais c'était mieux avant. Alors, je vous ai dit oui et non. Pour moi, ça c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui se retrouvent dans les organisations avec cette croyance-là. On ne va pas se mentir, il y a quand même, plus on avance dans sa carrière, plus on a des chances d'être dans des fonctions managériales. Donc il y a souvent, entre le manager et ses équipes, un écart d'âge. Si le manager est dans cette croyance-là, on ne risque pas de trouver une solution. Maintenant qu'on l'a mise de côté, il y a quand même quelques petites choses qui distinguent
les plus jeunes de vos collaborateurs du reste du monde. Alors, quand on est jeune, c'est quoi être un jeune ? Justement, on va y revenir. Il y a une caractéristique de la jeunesse, de génération en génération, qui est que nos choix, quand on est jeune, n'engagent que nous. En général, on n'a pas d'emprunt, pas de famille. Donc, bon, si ça ne nous convient pas, on est un peu plus léger, c'est un peu plus facile, toute chose égale par ailleurs, de partir ailleurs. C'est quoi la différence entre être jeune en 2024 et être jeune en 2000 ? Ou en 80, je ne sais pas quelle année vous étiez jeune. Ah, ça y est, ça vous réveille. La moyenne, je dirais. Donc, la différence, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on est jeune pendant plus longtemps qu'avant. L'âge moyen des enfants, l'âge moyen des emprunts, il augmente en même temps que l'espérance de vie. Bon, il y a une forme de logique dans tout ça. Mais ça veut dire que, jusqu'à tard, parfois, nos choix n'engagent que nous. Et donc, nos comportements, en conséquence, dans le monde du travail, peuvent être un peu plus radicaux. Après, est-ce que les autres qui se sentent bloqués ici, pour d'autres raisons, pensent différemment ? Je ne suis pas sûre. Il y a un autre sujet sur les jeunes d'aujourd'hui. C'est que quand on a une vingtaine d'années, on connaît en général que le monde du travail post-Covid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes dans un poste, allez, on va continuer à tirer des caricatures, mais de col blanc, vous avez probablement fait des télé-études. Vous avez fait un télé-Erasmus. Génial. Ils ont loupé le meilleur de la vie, quand même se le dire. Et donc vous arrivez dans la télé-entreprise avec une envie soit de télétravail à 100%, soit surtout vous ne pouvez plus le piffrer, ce télétruc. Et en fait, on dit les jeunes ils télétravail, non, enfin, il y a un peu les deux camps, évidemment. Et ceux qui en veulent le plus, on va se dire des choses. C'est la tranche intermédiaire, avec enfants et qui commence à avoir une résidence secondaire. Les autres, il y en a un peu marre. Mais bon, ça crée quand même des choses, ça crée des incompréhensions, tout ça. Et puis, si vous n'avez pas la chance d'avoir fait des télé-études, ça veut dire que probablement vous étiez déjà sur le marché du travail au même âge, sur une filière plus courte. D'ailleurs, la chance. On voit bien que ceux qui ont fait les télé-études veulent finir par être ébénistes, donc bon, on ne sait plus. Les premiers ont au moins économisé quelques années et un peu d'argent. Mais si vous n'avez pas été dans ces considérations-là, vous arrivez quand même dans le monde de l'entreprise, et je vais prendre quelque chose d'un peu plus poussé, par exemple en tant qu'ouvrier, et vous dites, je suis encore dindon de la farce. Ouais, parce que les autres, là, déjà, ils sont mieux payés que moi, en plus, ils ont le télétravail, maintenant, ils veulent la semaine de 4 jours, et moi. Et moi, qui représente, dans les entreprises où il y a de la prod, 80% des effectifs. Et moi, qu'est-ce que j'ai ? Et cette gronde-là, elle monte aussi. Et elle présente un défi à appréhender, à relever, qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. Bon, un truc de jeune, oui et non, vous m'avez compris. Donc, est-ce que c'est donc un truc de bobo, un truc d'enfant gâté, cette question du sens au travail, du rapport au travail ? À votre avis ? Oui et non. Avant tout, non. Parce que si on croit que c'est un truc de bobo, la question du sens au travail, c'est qu'on s'est trompé de définition. Le sens, ce n'est que la cohérence entre mes besoins et ma réalité. Je trouve du sens dans mon travail parce que ce qui compte le plus pour moi est répondu dans mon travail. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est un besoin universel. Ce sont juste, de séparer, nos facteurs de sens qui diffèrent. Mais c'est un besoin universel et j'ai même envie de vous dire que c'est ce qui nous différencie de nos amis des animaux. Ce besoin de construire du sens. Même quand il n'y en a pas, on s'invente des histoires pour se raconter des histoires, pour que la vie vaille la peine d'être vécue. Alors une fois qu'on l'a posé comme ça, on se rend bien compte que ça concerne tout le monde. D'ailleurs, on se rend bien compte que si on se connecte à notre expérience personnelle,
ce qu'on sait faire de mieux et qu'on l'extrapole, il n'y a aucun doute qu'en chacun d'entre vous, on pourra trouver que le moment où vous avez été le plus engagé dans votre job, c'est le moment où pour vous, ça avait un sens, quel qu'il soit. Alors j'ai dit oui et non si on prend le sens d'après un autre prisme, et on en arrivera à la même conclusion. Il faut s'atteler au sujet. Ça vous rappelle quelque chose? Petite pyramide, là. Alors, entre-temps, les tranches intermédiaires sont très contestées. Enfin, bon, vous savez, les chercheurs ne sont jamais d'accord entre eux, surtout en sciences sociales. Mais bon, le modèle est parfois décrié, mais je pense qu'il y a une chose sur laquelle on peut ne pas revenir, c'est que quand on est en bas de la pyramide, on travaille pour remplir son frigo. Point. Et que oui, pour 50 € de plus par mois, je peux décider d'aller en face. Même si c'est moins bien. Même si le chef est plus bête en face. Moi, ce qui compte, c'est ce que je peux mettre dans mon frigo. Et que plus on monte dans la pyramide, plus on peut avoir des considérations autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on habite en France, on est en 2024, et que le monde a changé. Si je prends le monde il y a 100 ans, alors c'est une vision conceptuelle et non statistique, vous l'aurez compris, et que j'essaie d'identifier où sont les gens qui cherchent du sens, tout là-haut, là, bon, il faut bien les chercher. Hein. Il n'y en avait pas tant que ça, il y en a toujours eu. Je suis sûre qu'à la cour du roi, on se posait la question du sens de sa vie. Mais c'était plutôt anecdotique. Alors si on prend le monde aujourd'hui, ça a un petit peu augmenté. Alors bien sûr, ça reste minime, hein, à l'échelle de 9... Je sais combien on est maintenant? 9 milliards? 8 milliards encore? Bon, je ne sais plus, il faudrait que je révise. À l'échelle de l'humanité, ça reste le haut de la pyramide. Mais je vous ai dit, on est en France. Et donc en France, je pense à nous, hein, malgré tout, on a un nombre croissant de personnes qui peuvent accéder à ces sphères-là. Et donc, pour le meilleur ou pour le pire, n'ayons pas de jugement de valeur, c'est juste où on en est, et donc qu'est-ce qu'on en fait dans nos boîtes respectives, qui peuvent exprimer haut et fort un certain nombre de sujets sur le travail. Parce que je reviens à ça, le sens étant la cohérence entre mes besoins et ma réalité. Ce qui change dans cette pyramide, c'est surtout la capacité à le dire. Les enjeux diffèrent. Plus je suis en haut de la pyramide, plus si l'expérience de travail que vous me proposez ne me convient pas, qu'est-ce que je fais? Ciao. C'est mieux chez le voisin. Je les ai rencontrés, là, ils étaient à côté, à Tilt, la table d'à côté. Non, je rigole, c'est pas le but. Vous m'avez compris. Plus je suis en haut de la pyramide, plus si ça ne me convient pas, j'ai la capacité, la confiance, la ressource pour aller voir ailleurs. Plus je suis en bas de la pyramide, plus si ce que vous me proposez ne me convient pas, je reste. Mais à quel prix? Je reste parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir le choix. Il n'y a rien de pire que d'avoir dans nos équipes des gens qui restent parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir le choix. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Je vous propose 4 points par lesquels adresser le sujet. Alors, le premier point, je vous recommande d'arrêter de regarder le sujet par le prisme du taux de fidélisation ou du taux de turnover, en plein ou en creux. Arrêtez, vous allez avoir très mal. Je vous propose de le regarder par le prisme du taux d'engagement. Pourquoi? Déjà parce que l'engagement, c'est quand même sympa. Si on doit se mettre une petite définition de l'Institut Gallup, les salariés engagés se sentent concernés, enthousiastes, donnent le meilleur d'eux-mêmes au travail et contribuent à l'innovation. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, dans mes équipes, c'est eux que j'ai envie d'avoir. Alors, je ne parle pas du surengagement, hein, qui peut être mauvais pour la santé, et donc, in fine, pour l'organisation, il faut savoir trouver le curseur. Je parle du juste engagement. Donc déjà, c'est pas mal. Mais alors en plus, si vous continuez à regarder le taux de turnover, vous allez vraiment souffrir. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des DRH. Est-ce qu'il y a des DRH? Tiens, c'est intéressant. Ouais, quelques-uns. Félicitations à toutes ces entreprises qui invitent leurs DRH. C'est quand même un gros sujet, hein, les RH, je crois. Donc,
Je dis ça, je dis rien, c'est trop bien d'être conférencier pour semer ces graines. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les DRH, ils vont venir, et s'ils viennent et qu'ils vous parlent de turnover, le codir va leur tomber dessus en disant on est moins bon que l'année dernière. Bah oui, mais en fait, on va continuer à être moins bon en fait. Pourquoi? Parce qu'on est passé de ce monde-là à ce monde-là. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, le sens du monde va vers le fait que les collaborateurs resteront en moyenne moins longtemps chez vous. Parce qu'ils vont passer de un job d'employé, de salarié dans une entreprise à freelance, par choix ou pas. Hein, on l'a vu tout à l'heure, parfois freelance, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, du coup, qui vont revenir en tant que salariés, soit parce que le patron c'est mieux que le client, soit parce que j'ai retrouvé un CDI et je le voulais à tout prix. Et puis, je vais avoir un portfolio, là, c'est un truc américain, donc pour dire qu'on mélange, qu'on se lâche un petit peu. Et au milieu de tout ça, exploration, transition, je n'aurai pas de travail pendant quelques périodes de ma vie. Et j'en profiterai pour le tourner positivement quand j'ai pas eu le choix pour explorer, construire, développer de nouvelles compétences. Ça, quoi qu'on fasse, ça s'accélère. Je ne vais pas vous faire une démonstration. Moi, ce que j'aime bien, c'est raconter cette histoire du prisme du métier qui n'existait pas quand j'étais étudiante il y a 10 ans et qui aujourd'hui a déjà disparu. Pas vite. SEO, conseiller en référencement SEO, expert SEO. Vous voyez l'idée? Donc SEO, les gens qui font en sorte que votre site internet remonte sur Google. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de cursus de formation là-dessus. Mais bon, il y avait un besoin. Donc il y a d'abord des autodidactes, puis ils ont créé des formations courtes, puis des formations plus ou moins longues. Depuis l'année dernière, ou il y a 18 mois à peu près, c'est fini. ChatGPT, il faisait bien mieux qu'eux. Naissance et mort d'un métier en 10 ans. Donc bref, si on regarde les taux de turnover, dans ce contexte-là, et qu'on se compare à soi-même, on sera toujours moins bon qu'avant. Alors il reste une solution, c'est se comparer aux concurrents. Encore faut-il qu'ils disent la vérité sur leurs chiffres. Donc on risque d'avoir du mal, à part payer très cher des sociétés qui vont vous vendre des benchmarks hypothétiques, je ne suis pas sûre qu'on en tire grand-chose. Alors je vous propose d'aller directement au fait, comment on se concentre sur ce qui a de la valeur. Vous m'avez compris, c'est l'engagement. Si je crée les conditions de l'engagement, normalement les gens sont engagés, jusque-là vous me suivez. Mais en plus, il se passe un truc extraordinaire. C'est qu'ils sont plus fidèles. Waouh! Alors, ils ne sont pas plus fidèles dans l'absolu, de moi vis-à-vis de moi-même comparé à avant, mais ils sont plus fidèles que si j'avais rien fait. Ils restent plus longtemps. Et là, c'est pas que ça. C'est que quand ils partent, parce qu'ils finiront par partir, ils partent bien. Et c'est pas pareil, dans une société d'experts comptables, d'avoir, par exemple, quelqu'un qui part en disant excuse-moi chef, mais en fait, bon voilà, je suis ma copine, on va vivre en Bourgogne, donc je vous quitte. Mais vous inquiétez pas, je fais la période fiscale. Je vous préviens maintenant, c'est dans 7 mois. On recrute, je forme, je transmets les dossiers, je fais les choses bien. C'est pas pareil que d'avoir quelqu'un qui vous dit ah bah oui, je pars, je suis ma copine. Mais, je vais voir nos amis avocats. Oui, j'ai un préavis, mais bon, je n'ai pas prévu de faire vraiment bien le boulot. Donc je dis ça, je dis rien. Vaudrait mieux qu'on s'arrête maintenant, ce serait mieux pour tout le monde. Les clients. Voilà. La différence entre un salarié engagé et un salarié qui ne l'est pas. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Et puis en plus, non seulement ils restent plus longtemps, quand ils partent bien, mais en plus ils parlent de vous en bien. Alors, je ne sais pas à l'échelle de votre territoire, si à Royan, à La Rochelle, où je n'ai pas retenu le nom des autres villes, vous m'excuserez, mais je suis sûre qu'elles sont très très importantes aussi, et qu'il y a un PMU, ou qu'il y a un bar, qu'il y a un endroit où on va le vendredi soir, et où on parle de nos équipes, de notre métier. Ou encore plus dans les territoires, une entreprise, on sait si elle est bien ou pas. Bref, miser sur l'engagement, c'est être au cœur de ce cercle vertueux. Et c'est plutôt ça que je vous recommande de regarder. Tout ça, évidemment, au service de la performance. On n'est pas là juste pour les beaux yeux de nos collaborateurs, mais aussi parce qu'on y trouve toutes et tous, et c'est magique, un intérêt qui est aligné. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres, sachez que le taux de turnover coûte 3 fois moins cher que le désengagement. Donc, s'il vous fallait un chiffre, arrêtez de regarder le turnover.
Vous croyez que ça vous coûte cher et qu'il faut le réduire, mais regardez le désengagement. 3 fois plus cher. Alors oui, le turnover, on le voit, hein, c'est le poste qui est non pourvu, donc les carnets de commandes qu'on ne peut pas opérer. C'est le cabinet de recrutement que l'on paye pour pouvoir trouver des talents, etc. etc. Le désengagement, il y a une petite partie visible, c'est ceux qui nous cassent les pieds et qu'on n'arrive pas à... Enfin, qui nous font des arrêts maladie, par exemple, des choses comme ça, on sait que c'est, pour le coup, pas vraiment vrai. Ce qui reste une minorité, il ne faut pas se mentir. Parce que la plupart des gens qui sont désengagés, en vrai, ils le font de manière beaucoup plus fourbe. On est capable d'une créativité pour faire semblant qu'on travaille. 3 fois plus cher. Bon, puis le taux de marge, plus 20%. Bon, je ne sais pas qui cracherait sur 21% d'EBITDA en plus, mais pas moi. Donc, engagement. Je vous ai parlé du sens, c'est pas pour me faire plaisir. C'est que le sens est intimement corrélé à l'engagement. D'ailleurs, même les dernières études qui sortent, parce qu'avant on ne s'intéressait pas trop à cette notion, hein, montrent, alors selon les sources, que c'est entre le premier et le troisième facteur le plus important sur l'engagement. Et encore, quand ils disent le troisième, c'est qu'ils n'ont pas la même définition du sens que moi. Parce qu'ils vont vous dire, ils vont pas vous dire c'est la cohérence entre mes besoins et ma réalité. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai posé cette définition, c'est quoi le sens? C'est hyper difficilement attrapable. Ce qui m'apporte du sens au travail, à moi, Anaïs, aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 5 ans. J'ai même presque envie de vous dire, c'était pas la même chose il y a 6 mois. Et sans doute que dans 2-3 ans, ce sera pas pareil. Et si on regarde et qu'à votre table, vous parliez à tous vos voisins sans masque, avec sincérité, vous vous rendriez compte que sans doute, chacun trouve du sens dans des choses différentes. On a beau être dans la même boîte, on a beau faire le même métier, peut-être si vous regardiez à d'autres tables, c'est pas la même chose qui nous amène du sens. Donc comment on fait si ce sujet, ça concerne 92% des actifs qui se posent la question du sens au travail? Ils vont pas vous le dire, hein, tous. Que c'est un vecteur clé d'engagement. Petit cercle vertueux, mais qu'on ne sait pas comment l'attraper. Alors je vous propose une grille de lecture pour ce soir, je vais être assez succincte, mais normalement une fois que les choses sont posées, c'est intuitif. Donc c'est parti, je vous invite à penser à vos équipes. 5 modes de rapport au travail, qui ont chacun leur manière de trouver du sens, et donc leur levier d'engagement. Ça veut dire qu'ils ont chacun un petit bouton qui diffère, qui va faire que si ce sont mes collaborateurs, en appuyant ici, je vais pouvoir créer du sens et donc de l'engagement. En bas, vous avez le mode ascension, le travail comme un moyen d'acquérir une certaine position sociale. C'est la vision de la réussite traditionnelle. On en a parlé tout à l'heure. Je trouve du sens parce que j'ai des perspectives d'évolution. Je trouve du sens parce que je peux être accompagné dans mon évolution professionnelle. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On va s'amuser, on va le faire en plein, en creux pour certains, parce que un peu de cynisme, ça fait pas de mal à 20h24, un lundi soir. Si vous avez quelqu'un en mode ascension et que vous voulez pas le garder dans votre équipe, il y a un truc formidable qui existe dans nombre d'entreprises. Vous faites en sorte de ne surtout pas l'aider à évoluer. Vous lui montrez d'une manière ou d'une autre que vous avez peur de lui, vous voyez, vous lui donnez surtout pas la capacité de déployer ses ailes puisque vous êtes son chef. Donc il faudrait surtout pas qu'il devienne meilleur que vous. Bon grâce à ça, vous pouvez être sûr qu'en quelques temps, il va se dire ici. Non seulement j'ai pas de perspective d'évolution, mais ça arrive dans des PME, c'est la vraie vie. Mais en plus, on m'aide pas à développer mes compétences, on m'aide pas à me déployer parce qu'on a peur. Le mode équilibre, le travail comme moyen de vivre sa vie. Quand je suis dans le mode équilibre, le travail est un moyen. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'engager. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être performant. C'est super important ça. Aucun mode n'est bon, aucun n'est mauvais. Ils peuvent tous apporter de la valeur, ils peuvent tous être engagés dans l'entreprise. Et l'inverse est aussi vrai. Donc si je suis en mode équilibre, je vois le travail comme un moyen de vivre ma vie. Ça veut dire que si je suis sur le bas de la pyramide de Maslow, vous voyez, avoir un salaire décent, des collègues sympas, ça va faire que je trouve du sens dans mon travail.
l'alignement entre mes besoins et ma réalité. Si je suis un peu plus haut dans la pyramide de Maslow, donc que le revenu devient proportionnellement, substantiellement moins important pour moi, je vais trouver du sens parce que peut-être j'ai de la flexibilité. J'ai une entreprise qui considère que la parentalité, enfin tout un tas de sujets, le télétravail, c'est OK quand on peut, selon les postes, qui se questionne là-dessus. Qui considère que c'est pas parce que je prends des secteurs peut-être un peu plus traditionnels, je ne reste pas jusqu'à 22 heures, une fois que les associés m'ont filé le taf à faire pour demain matin, première heure, qui ne considèrent pas que c'est ça l'engagement. Vous voyez, c'est pas ça la valeur travail. D'ailleurs, franchement, est-ce que ça a du sens, ça? Mode transformation. Le travail comme un moyen de changer sa boîte. Quand je suis en mode transformation, ce qui me donne du sens, c'est qu'avant moi, après moi, c'est pas pareil. J'ai laissé ma trace. Vous voyez ce nouveau process-là? C'est grâce à moi. Vous voyez cette nouvelle manière de faire sur la ligne de production? C'est moi qui ai eu l'idée. Je trouve du sens parce que j'ai un espace de carte blanche, une boîte à idées, quelque chose que je peux apporter pour lequel je suis écoutée. D'ailleurs, il y a une question magique, j'y reviendrai, mais si vous voulez détecter le mode d'un collaborateur, dans votre entretien annuel, qui sans doute, comme dans beaucoup d'entreprises, est un entretien où on se dit tout, surtout rien, parce qu'on est en train juste d'essayer de valider sa rémunération, où on arrive d'un côté stressé, de l'autre désabusé. Bref, vous le voyez? Bon, imaginez qu'il se passe bien et qu'il soit vecteur d'engagement et pas juste une manière de cocher une case. Dans cet entretien, on pourrait demander aux gens à quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu? Par exemple, ces 6 derniers mois ou ces 3 derniers mois. Là, vous allez avoir des choses très intéressantes. Et avec cette simple question, vous arriverez à détecter qui est où, assez simplement. À quel moment t'es-tu senti reconnu? Lui, il pourrait vous dire transformation. Je sais pas. En tout cas, je sais à quel moment je me suis pas senti reconnue. Tu te rappelles, le 3 janvier 2023, à 6h47, quand je t'ai présenté cette idée et que toi, tu m'as dit non. Tu ne m'as même pas expliqué, tu ne m'as même pas écouté. Ouais, c'était il y a 1 an et 3 mois, mais je m'en rappelle encore. C'est de ça dont on parle. C'est qu'est-ce qui va toucher dans la réalité, dans le quotidien. Si je reprends mon mode ascension, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais typiquement, il va être assez sensible au titre. Après ce fameux entretien, il est prêt sur le bouton. Changement de signature, changement de LinkedIn. Ça y est, je suis responsable de, chef de. Il y a des gens, ils s'en foutent du titre. C'est de ça dont on parle. Et il n'y en a pas un qui est bon, un qui est mauvais. Franchement, on a besoin de tout. Et juste sur quoi on appuie. Si j'ai 5 minutes à passer avec chacun de mes collaborateurs aujourd'hui, qu'est-ce que je vais lui dire? Sur quoi je vais mettre l'emphase? Je vais lui dire, trop bien ton idée, transformation. Je vais lui dire mode impact. Comment ça se passe dans ton association, peut-être? J'ai vu que tu t'étais impliqué là dans l'entreprise. Sur la RSE. Sur les gobelets en plastique qu'on transforme en tasses avec des noms de collaborateurs. C'est top. Mode impact, le travail comme un moyen de changer le monde, c'est le sens tel que les médias le véhiculent. Le sens au travail égale contribution à la société avec un grand S. Vous voyez bien que c'est une des manières de trouver du sens, c'est pas la seule. Et qu'une fois qu'on s'est dit ça, certes, on va pas se mentir, on en a un peu plus de 30 000 données sur le sujet. Ce mode impact, on va le retrouver dans une certaine frange de population et plutôt en haut de la pyramide de Maslow. Pas une question de jeune, hein, parce qu'on le retrouve autant chez les moins de 25 ans que chez les plus de 55 ans. Donc bon, je dis ça, je dis rien. Et enfin, le dernier, le mode introspection, le travail comme moyen d'expression personnelle. Quand je suis en mode introspection, qu'est-ce qui m'anime? C'est de pouvoir, à travers mon travail, y mettre ma singularité. Il est un peu nuancé, mais en quelques mots, je peux faire de ma passion mon job. Mettons que je sois expert comptable, prévenu, que je sois expert comptable passionné de photographie. Si je suis en mode introspection, je vais aller voir mes managers, je vais leur dire « T'as vu la tête qu'on a sur le site? C'est pas terrible, les photos elles ont 10 ans. » Tu sais que moi je fais de la photo sur mon temps libre?
Je te propose que cette année, je dédie un peu de mon temps de travail pour refaire les photos. Mode introspection. Ah ouais, dans ma boîte, on me laisse passer un peu de temps pour faire des photos, alors que je suis expert comptable. C'est trop bien chez moi. Mode équilibre. J'ai pas du tout envie de refaire les photos de mes copains experts comptables. Je les aime bien, mes collègues. J'ai la même passion, j'ai le même métier, mais moi, c'est en dehors du boulot, la photo. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote. Dans mon entreprise, j'ai ma responsable de la communication qui voit arriver une aubaine. L'aubaine, c'est un commercial passionné de photographie. Et elle se dit, trop bien, je vais pouvoir réduire mon budget pour mon prochain événement parce qu'il adore faire des photos. Donc elle est allée voir le commercial, toute guillerette, en disant bah, tiens, tu pourrais faire les photos de notre prochain événement ? Pour elle, dans son prisme mode introspection. Je lui fais un cadeau, je vais lui donner du sens au travail. Trop bien, il est là. Tu me payes combien ? Parce que moi, le temps que je passe à faire ça et ta retouche, je ne suis pas sur mes commissions de commercial, donc non. Choc des cultures. C'est de ça dont on parle. Nous voyons le monde toujours à travers notre prisme, c'est vrai sur plein de sujets, y compris sur le rapport au travail. Il n'y a pas une valeur travail, il y a des valeurs travail. Sont-elles corrélées à l'engagement et à la performance ? Ben, je peux vous dire, ça fait un petit moment que je suis sur ce sujet. Je vois des modes d'ascension qui vraiment battent beaucoup de vent. Je ne sais plus comment c'est l'expression. Je vois des modes d'équilibre très performants. Je vois l'inverse. Enfin, toutes nos croyances peuvent être mises en berne. Alors évidemment, c'est un modèle. Un modèle en sciences sociales, ça veut dire attention. Pourquoi on fait des modèles ? Petite minute intellectuelle. C'est bon, vous l'avez ? Ça rend ce monde complexe un tout petit peu plus pragmatique, attrapable, opérationnalisable. Et on n'est pas un mode. On est plutôt un degré en fonction de nos moments de vie. Ça, c'est important. Je vous ai dressé la caricature parce qu'on est dans une conférence, mais en réalité, c'est un peu plus nuancé. Alors, pour terminer, le sens au travail, s'il n'est ni générationnel, ni un truc de bobo, s'il concerne tout le monde, parce que c'est un besoin universel, si grâce à lui, on peut se saisir d'un des sujets de notre société du moment, de qui est-il la responsabilité ? D'un peu tout le monde, n'en déplaise à tout le monde. Parce qu'on aimerait bien toujours renvoyer, c'est la faute des collaborateurs quand on est le manager, c'est la faute de la direction, c'est la faute, non, en fait c'est la faute de tout le monde, si ça ne marche pas. Et donc si ça marche bien aussi, c'est ça qui est cool. C'est une co-responsabilité, une responsabilité partagée à tous les niveaux de l'organisation. Au premier niveau, il y a vous, les comités de direction des entreprises, qui êtes là pour avoir un coup d'avance, c'est pour ça que vous venez ici, qui êtes là pour mettre ces sujets à l'ordre du jour, pour se dire les RH, c'est important. Parce que si on ne le fait pas, demain, où sera-t-on ? Alors, quel est le défi qui va nous occuper pendant les 10 prochaines années, de mon point de vue ? On se revoit dans 10 ans, si vous voulez. C'est ça. Petit oxymore, vous me permettez. On ne peut pas faire un cas à une personne en RH. C'est pas possible, c'est pas souhaitable. Mais on ne peut plus non plus dire « c'est comme ça, et c'est pour tout le monde pareil ». Enfin, vous pouvez continuer d'essayer, mais au risque que vous ayez du mal à trouver des collaborateurs. Donc non, le défi, c'est de standardiser la personnalisation, de repenser autrement nos politiques d'entreprise, nos manières d'accompagner nos collaborateurs. Il n'y a pas un cas, une personne, en revanche, il y a plusieurs options, et à l'intérieur desquelles tu peux choisir. C'est typiquement, est-ce que tu veux 35 heures ou 39 heures ? C'est typiquement, est-ce que tu veux le Mac 300 ou le PC Asus 400 ? C'est pas, tu as le choix de la couleur de ta chaise ou de ton ordinateur, c'est que tu as le choix entre plusieurs options, qui doivent être équitables entre elles, l'équité étant une perception, donc c'est un vaste défi, mais au moins c'est un sujet à se saisir. Alors une fois qu'on se dit ça, je peux quand même pas faire un sujet sur le travail et le futur du travail sans parler de la semaine de 4 jours. Une fois que j'ai dit ça, peut-être que vous voyez poindre mon point de vue. La semaine de 4 jours, c'est penser dans le paradigme d'avant.
la même chose pour tout le monde, dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est ne pas avoir fait le pas de côté. Le pas de côté, standardiser la personnalisation. Peut-être qu'il y en a qui veulent la semaine de 4 jours, alors payer 5, ou pas. Évidemment, je vous l'ai dit, tout le monde préférait travailler moins et gagner plus. Mais bon, si on met ça de côté et qu'on regarde le sujet, peut-être qu'à certains moments de ma vie, ça m'intéresse d'être à la semaine de 4 jours. D'ailleurs, quand on regarde en détail, qui s'intéresse le plus la semaine de 4 jours payés 5 ? Ceux qui n'ont pas d'enfants. Bon, donc ça écarte quand même une grande partie de tranche de vie. Donc avant les enfants, après les enfants, pour faire des week-ends de 3 jours. Après, de toute façon, il y a école. Bref, va falloir sortir du poncif et faire le pas de côté pour penser l'expérience collaborateur du futur, standardiser la personnalisation. Bon, avec tout ce que je vous ai dit, il y a quand même une frange de population sur laquelle il va falloir miser. Alors, je suis consciente que c'est pas évident une fois que je vous ai dit qu'un cadre sur 2 n'avait plus envie de manager. Mais il va falloir non seulement continuer à trouver des managers, mais en plus qu'ils aiment les gens. Ah ouais. Parce qu'on est en train de dire qu'il faut être capable de détecter, d'accompagner, d'appuyer sur le bon bouton et que le sens au travail, les rapports, les leviers, ça change tout au long de la vie. Sacré job. Donc non seulement il va falloir qu'ils aiment les gens, mais il va falloir leur laisser le temps de manager. Il va falloir comprendre qu'en fait, manager, c'est pas ce qu'on doit faire après qu'on ait fait l'opérationnel. Qu'en fait, ça devrait être... Je ne sais pas si vous connaissez la métaphore des gros cailloux, des petits cailloux, des grains de sable. Si on commence par mettre les grains de sable dans un verre, après, il n'y a plus de place pour les gros cailloux. Les gros cailloux, c'est quoi ? C'est les problèmes collaborateurs. Et un manager qui ne prend pas le temps, parce qu'il ne l'a pas, ou parce qu'il a l'impression qu'il ne l'a pas, de résoudre un problème collaborateur qui lui prendrait 1 heure cette semaine, c'est 3 heures dans 15 jours, c'est 1 journée dans 1 mois, et puis ça finit avec vous. Donc c'est long et ça coûte cher. Mais voilà, autant prendre le temps sur ces sujets-là, mais c'est un paradigme qui doit venir du comité de direction. C'est votre responsabilité. Après, il y a la responsabilité des managers. Vous êtes aussi manager ce soir. C'est d'avoir des conversations avec vos équipes sur ces sujets, qui soient régulières et authentiques. Donc l'entretien annuel un petit peu fourre-tout, ça ne suffit pas. Il faut se reposer la question. Et la force des rituels. Si on ne met pas de rituel, c'est comme les habitudes, on ne fait pas. Donc, se poser la question de quels sont nos rituels managériaux, comment on équipe, on outille et on valorise les managers qui s'y tiennent, parce qu'in fine, dans le moyen terme, c'est eux qui auront des équipes les plus performantes, c'est aussi un des sujets à se poser. Et puis enfin, il y a ce sujet des collaborateurs. Je vous ai dit que c'était une co-responsabilité. Elle et eux aussi, et donc vous aussi, on est tous le collaborateur de quelqu'un. Arrêtons de prendre nos managers, nos RH pour des devins. Notre responsabilité étant d'arriver à mettre des mots sur ce qui compte pour nous, à oser l'exprimer, et être dans cette posture où je co-construis des solutions. C'est l'art du compromis. On ne l'a pas assez appris, peut-être, à l'école. Et je pense que c'est un vaste sujet du coup, qui arrive dans l'entreprise et que l'on se doit d'adresser, parce que si, et je terminerai sur ça, il y a des personnes, des entreprises qui, il y a quelques années, sont mortes parce qu'elles n'ont pas compris la révolution digitale version 1, à savoir le produit. On est passé de l'appareil photo digital, comment on appelle ça déjà, je ne sais même plus. Argentique, merci. De l'appareil photo argentique à l'appareil photo numérique, révolution digitale niveau 1. Je n'ai pas compris que je changeais de produit. Je devais changer de produit pour survivre. Après, il y a eu les entreprises qui n'ont pas survécu à la révolution digitale niveau 2. Business model. Je n'ai pas compris, c'était il y a déjà plus de 10 ans, que je passais d'une économie où je vends peut-être des imprimantes à une économie où je vends des cartouches et du service. Révolution du business model. La 3e vague de révolution digitale, et ce serait assez amusant que j'ai raison, on verra dans 10 ans, elle serait foncièrement humaine. Les entreprises qui n'ont pas mis ce sujet au cœur, demain, plus d'entreprise. Merci. Merci Anaïs.